La nature ignore les hommes. Elle est sans intention. Elle se manifeste, c'est tout. On raconte que depuis une vingtaine d'années, les catastrophes naturelles se multiplient dans le monde. En Europe, ce sont les montagnes qui sont particulièrement exposées. Mais on se demande pourquoi les risques naturels sont aussi nombreux dans les Alpes et comment peut-on vivre avec ces menaces permanentes. Aujourd'hui encore, cela reste souvent un véritable mystère. Certains professionnels de la montagne vivent avec ces dangers au quotidien. C'est le cas de Jean-Marc, qui est guide, mais aussi spécialiste en géotechnique. Toute une vie de passion pour la montagne, sans ignorer ses risques. Les risques naturels en montagne, c'est vraiment toute une histoire. On n'imagine pas le nombre de phénomènes différents qui peuvent prendre part. Depuis les blocs, les rochers, la neige, tout ça avec de la pente. La météo aussi, très changeante, très violente parfois. Et puis une grosse incertitude sur tout ça. C'est des phénomènes assez mystérieux pour la plupart, qui méritent vraiment qu'on les étudie, mieux les connaître pour mieux les prévoir et puis mieux savoir s'en accommoder. C'est juste. Il faudrait peut-être commencer par le commencement. D'abord, étudier les phénomènes naturels de montagne. Ensuite, seulement, on peut s'occuper de la prévention et de la protection contre les risques. L'énigme à résoudre est de taille, car l'enjeu concerne la sécurité de 14 millions de personnes qui vivent dans les Alpes, dans 8 pays différents. Regarde, il y a des cailloux qui tombent. Ouais, le gros caillou. Voilà, là j'ouvre la porte, c'était ma maison. J'entre, imaginez-vous une grande maison sur 2 étages. Là, j'arrivais dans le salon, je m'installais, et tout ça maintenant, ça n'existe plus. C'est arrivé le soir du 19 mars 2001, à 22h, il pleuvait. Tout d'un coup, on a tambouriné contre la porte, et les pompiers nous ont dit de vite sortir, de prendre nos papiers, et de nous retrouver à la salle des fêtes. Moi, j'ai cru d'abord que c'était un exercice pompier. Je me suis dit, bon, on va prendre nos affaires, on va vite monter là-haut. Tout juste si j'ai éteint les lumières en me disant que je reviendrai tout à l'heure. Puis en fait, on a quitté définitivement la maison. Il pleuvait depuis des jours, la terre était gorgée d'eau, tout est allé très vite. Ce jour-là, en Haute-Savoie, dans la région du Chablais, une partie du village de Féterne a complètement disparu, rayée de la carte.
Alors 1,90 m, c'est la rupture du glissement de terrain de Féterne. Glissement de terrain, c'est une masse de terre qui a bougé par rapport au terrain naturel. Ici, le volume a été estimé aux environs de 5 millions de mètres cubes qui ont bougé en 24 heures. Elle se fissurait, on voyait les fentes qui s'agrandissaient, mais comme elle était bien ferraillée et tout, elle n'a pas tombé tout de suite. Les dalles, on avait des dalles qui étaient comme ça, d'autres qui étaient toutes penchées. Elle était toute travers. Quand on rentrait dedans, on avait l'impression de partir de côté, on était tout penchés. On n'y rentrait pas tant, on avait peur qu'elle tombe. Mais nous, elle était dangereuse, c'est pour ça qu'on l'a démolie tout de suite. On l'a fait démolir. Enfin, c'est comme ça. Ça, c'est des choses qu'on ne peut jamais oublier. Hein. Le matin, quand on s'est trouvé à la pluie pour rentrer. Vous voyez un peu? Autre lieu, autre phénomène, d'une nature différente. Quand les mouvements de terrain prennent des proportions inimaginables. Ça s'est produit en Suisse, à Randa, un petit village tranquille sur la route de Zermatt. Une rupture d'un versant de montagne, une falaise qui s'effondre de toute sa masse. La falaise de Randa, c'est 30 millions de mètres cubes effondrés à côté du village. Conséquence, les routes et voies ferrées coupées, une partie de la vallée obstruée et la menace d'une inondation en amont de ce barrage naturel. Jean-Daniel Rouillet est responsable des risques géologiques dans le canton du Valais. La mission de ce spécialiste des pentes instables est délicate. Étudier les fissures des falaises où l'eau s'infiltre pour parvenir un jour à prévoir la catastrophe. Il y a une conjonction de causes, c'est-à-dire que tout d'abord on est dans une phase de gel-dégel puisqu'on est au printemps. Ensuite de ça, ça travaillait depuis des milliers d'années dans ce massif, c'est-à-dire qu'il était très fissuré avec pas mal de dépôts de matériaux fins, avec des circulations d'eau. Tout ça à un moment donné a mis en pression le massif et la conjonction de tous ces facteurs a fait que le mois d'avril, le 18 avril 1991, la falaise s'est écroulée. Alors on le surveille de près, ce site nommé Randa, en le truffant de détecteurs, à la recherche de la moindre faille. Alors ici, on est en présence de deux extensomètres superposés. Ce sont des tiges qui coulissent l'une dans l'autre et qui permettent de mesurer l'espacement ou pas de la faille. À partir de là, dès qu'il y a mouvement, c'est transformé en impulsion électrique reliée à une centralisation des données et ensuite interrogée à distance par ordinateur. Grand avantage, on suit les mouvements dans le temps, online pratiquement, et s'il y a des accélérations, ça produit des alarmes, lesquelles sont traitées spécialement en la circonstance.
J'ai entendu d'abord une très forte explosion. J'ai cru qu'un camion enfonçait la porte du garage. Et après, on a été secoué violemment pendant au moins 15 secondes. Et la maison partait dans la pente, c'est ce qu'on pensait. Il n'en était rien. Quand mon mari m'a réveillée, j'ai cru qu'il avait des hallucinations. Il m'a dit qu'un camion était en train d'enfoncer le garage et que la maison partait dans la pente. Et en fait, j'ai pu constater qu'il n'y avait plus d'électricité, donc j'ai fini par le croire. On a l'impression de ne plus avoir les pieds sur terre, qu'on est transporté un peu ailleurs, on ne sait pas où. Et moi, ce jour-là, je me rappelle très bien, j'étais en semi-sommeil sur mon canapé et j'ai entendu une grande déflagration. Après cette déflagration, j'ai entendu tous les objets trembler, un peu comme ça, mais tous. Et là, ils tombaient tous un par un. La télé a implosé. Et là, c'est vrai que je ne savais pas exactement ce que c'était, mais c'est là que j'ai crié le nom de mon épouse, Myriam. Puis moi, j'ai vraiment réalisé, pour moi, c'était la fin du monde, quoi, que tout était perdu, que tout... Comme un apocalypse, oui, presque. Oui. Pour moi, j'ai cru que c'était fini, quoi. Pourtant, ce n'était pas la fin du monde, ce séisme d'Annecy en 1996. Une cassure s'est produite entre deux immenses blocs tectoniques. Un tremblement de terre qui n'est pas un cas isolé. Alors pourquoi autant de séismes dans les Alpes ? On a autant de séismes dans les Alpes parce que tout simplement les Alpes sont vivantes. Les Alpes sont vivantes parce que l'Afrique, continuellement, continue de remonter vers le nord et d'affronter l'Europe. D'un point de vue géologique, l'Italie appartient à la plaque africaine. L'Italie appartient à la plaque africaine et constitue ce que l'on appelle la microplaque adriatique. Cette microplaque, comme un poinçon, remonte vers le nord et crée cette chaîne alpine qui continue à bouger, qui continue à se modifier et qui, par conséquent, crée des séismes. Les Alpes occidentales sont criblées de séismes sans conséquence. Mais attention, chaque siècle se produit un tremblement de terre exceptionnel et violent. Les grandes vallées alpines ont accumulé des dépôts sédimentaires mous et instables, et quand une onde sismique s'y propage, elle est piégée et amplifiée 10 fois. Les bâtiments pourraient en subir les conséquences, car la plupart ont été construits sans aucune protection parasismique. Ah ben voilà, de la glace là. Cette glace là qui est dure, hein, c'est de la neige qui s'est accumulée petit à petit et qui s'est compactée jusqu'à devenir vraiment de la glace pure. Et c'est ça qui constitue le glacier. Et cette masse de glace, elle se déplace lentement comme un fleuve vers la vallée en se fracturant, donc ça fait les crevasses. C'est le premier risque pour les alpinistes qui se promènent dessus, c'est de tomber dedans. C'est pour ça qu'on s'encorde. Et puis par endroits, ça fait des tours, quand il y a des ressauts, des tours et des tranches de glace qui peuvent basculer dans le vide, et ça c'est les séracs. Donc c'est déconseillé de rester dans l'axe. Ça peut même aller jusqu'à faire déclencher des avalanches énormes vers la vallée en plein hiver, et donc ça peut être un risque important. Les glaciers alpins tirent la langue. Depuis 150 ans, leur retrait s'est amorcé. Alors on tient à l'œil ces monstres gelés qui présentent des risques de plus en plus importants. C'est le cas en Italie, dans le Val d'Aoste, où l'on est très attentif à cette montagne de danger. Les scientifiques de la cabine de régie des glaciers ne sont pas en balade, mais bien au travail, dans le massif du Mont Blanc. Et ils creusent la question glaciaire en profondeur.
cosa c'è sotto quella costa grossa. Voglio colpo d'Andrea. Ici, on est au sommet du glacier du Dôme, à 3800 mètres d'altitude. On a fait un trou pour voir la qualité de la neige, les différents niveaux. Le but de tout ça, c'est faire un bilan de masse du glacier. Donc, combien de neige il y a au début de l'été et combien de neige il y a encore au fin de l'été. Objectif, un bilan de masse pour connaître l'état de santé des glaciers. Savoir à quel point ils maigrissent pour faire un diagnostic précis de leur évolution. C'est ce que l'on étudie ici, près de Courmayeur, à la fondation de la Montagna Sicura. C'est le glacier de Verra. Oui. Tu peux voir le retrait du glacier pendant une saison, donc de juin à septembre. C'est impressionnant, voilà. C'est la France. Tu vois bien ce bloc qui est encore couvert de glace et voilà, à septembre, c'est tout découvert et ça, c'est très intéressant. Le périmètre du glacier, c'est vraiment reculé. Oui. Et tu peux voir ici deux photos du glacier de Près-de-Bar en 92 et en 2004. Et tu vois la différence. Voilà, tu peux voir dans cette animation, tu vois la frontière du 2004 et du 2005, du 92, voilà. Okay. Et sur ce glacier-là, on va faire des relevés avec le laser scanner. On ne badine pas avec le risque glaciaire. Alors ici, on n'hésite pas à employer les techniques de pointe. Cet étrange appareil est un laser scanner. Il reproduit le glacier de façon ultra précise sur ordinateur dans un modèle numérique tridimensionnel, afin de pouvoir mesurer au mieux l'évolution du glacier à différentes périodes de l'année. Non tanto perché il ghiaccio pulito fa un po' da superficie specchiante. Et un glacier qui fond ne dit jamais rien de bon. C'est que le glacier en fondant, ça crée de l'eau qui va remplir des lacs ou bien même des poches d'eau à l'intérieur du glacier qu'on ne détecte pas, qu'on ne soupçonne même pas, et qui peuvent d'un coup se libérer. Le bouchon va sauter et puis ça fait une sorte de débâcle de barrage qui casse, qui ravage la vallée en dessous. Donc ça, c'est vraiment à l'origine de gros drames quand ça se passe comme ça. Des glaciers alpins à ne pas négliger. Réchauffement climatique oblige. Chute de sérac, avalanches et lacs menacent le fond des vallées. Les glaciers s'ajoutent à la liste des risques naturels. En montagne, de nombreux phénomènes naturels à risque prennent leur source dans les conditions météo. L'eau, c'est la première cause des risques naturels. Un important facteur de l'érosion, particulièrement forte en montagne, et qui fragilise les pentes raides. Voilà, dans le fonctionnement d'un torrent, il y a trois parties. Tout en haut, c'est le bassin de réception où l'eau s'accumule, se concentre et où éventuellement le torrent commence à arracher des matériaux. Ici, comme c'est un torrent d'altitude, elle est occupée aussi par des névés et des glaciers. Ensuite, l'eau se concentre et s'écoule dans le chenal d'écoulement, donc c'est le lit du torrent. Et puis ensuite, le torrent va arriver dans le cône de déjection où il va pouvoir divaguer et déposer des matériaux, donc des rochers, tout ce qu'il a pu arracher en cours de route. Mais on n'imagine pas un ruisseau de montagne se transformer en phénomène destructeur. Et pourtant... La Salle-les-Alpes est un petit village tranquille des Hautes-Alpes françaises,
Mais jamais ses habitants n'oublieront le 24 juillet 95. Ce jour-là, le mauvais temps menaçait quand soudain... Attends, je vais filmer. Voilà, je vais vous raconter la crue historique qui s'est passée dans mon village il y a quelques années. C'était une journée caniculaire, très chaude, où en fin de journée, il y a un monstrueux orage très local en altitude qui s'est produit. Et d'où la surprise générale, parce qu'en bas, il pleuvait pratiquement pas. Et c'est ce ruisseau que l'on peut voir ici, qui est entré en crue, une crue vraiment monstrueuse, parce qu'en quelques minutes, l'eau est montée de 8 mètres. C'est reparti, Régine, ça recommence, regarde! Damien! Il y a une maison qui se casse. Le garage est en train de foutre le camp. Appelle Damien. Je sais pas où il est. Par sa violence, l'eau constitue une des plus graves menaces sur le bas des reliefs. Et parfois, les crues éclairs peuvent atteindre des dimensions qui dépassent l'imagination, comme ce fut le cas à Vaison-la-Romaine. De fortes pluies sur des bassins versants de plusieurs centaines de kilomètres carrés concentrent les eaux comme dans un entonnoir et peuvent tout emporter sur leur passage. De l'eau, de la terre, des rochers, voilà les ingrédients d'une catastrophe. C'est ce qu'on appelle une lave torrentielle. Ce fut le cas en Italie en l'an 2000, au village de Polin et son torrent de Combue. Voilà, alors c'était un dimanche matin que je ne pourrai jamais oublier. Il était 8h30, j'étais au lit encore avec mon mari. Il y avait mon petit garçon de 3 ans. Et j'ai entendu un brouhaha énorme, c'est effrayant. Et mon mari m'a dit, mais non, c'est un tonnerre, c'est pas grave. Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre. Et par la fenêtre, j'ai vu un torrent de boue, de rochers, j'ai pas compris. Là, il y avait une maison, j'ai vu la maison bouger, pratiquement, il n'y avait plus rien. Il y avait un amas de détritus, il y avait des rochers. Les pierres, des grosses pierres étaient rentrées dans la maison. Là, il y avait une autre maison dans ce pré. Et pratiquement, il n'y avait plus rien non plus. Il y avait des rochers, de très gros rochers. C'était impressionnant. Il n'y avait plus de route. La route n'existait plus. C'était un amas de... Je ne sais même pas comment le qualifier, tellement c'était impressionnant. Et puis là, vous avez encore les restes d'une maison où 2 personnes sont décédées. Regarde, je vais trouver Yann. T'as vu? Le gros morceau. Autre temps, autre risque. Au cours de l'année, les phénomènes météorologiques évoluent. Alors le massif alpin connaît une montagne de dangers, dissimulée dans la beauté de la neige. Un danger souvent insoupçonnable, car inapparent dans la plupart des cas.
Derrière moi où elle était cette avalanche, aïe, elle était là déjà et pouf, je suis partie avec l'avalanche. J'ai fait c'était vraiment ça, en haut, en bas, en haut, en bas. Je peux pas dire que je voyais quelque chose, je voyais rien parce que je pense qu'on a les yeux fermés, ça se passe tellement vite, c'est tellement incroyable, on se fait secouer mais dans tous les sens, c'est hallucinant. Et là je me suis retrouvée en fait vraiment la tête vraiment contre la neige là, avec un bras devant, je voyais que j'avais un bras, je sentais que j'avais un bras devant, et puis un bras comme ça derrière. Et j'étais là, je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Alors j'étais avec des collègues, belle journée de poudreuse, et à partir de la lisière de forêt là-bas, hop, toute la largeur du couloir, et voilà, ça s'est déclenché une grosse avalanche en plaques. Et après, une fois dedans, on laisse aller. Hein, et surtout qu'à la fin, j'étais posé sur un replat, juste la neige là. Je me suis dit, c'est fini. C'est arrivé derrière et ça m'a enterré comme ça en avant. Et là, j'ai réussi au bout de 5 minutes à mettre des coups de tête, faire un petit trou d'air et crier pour appeler mes collègues. Et voilà, ils sont venus me déterrer. La pratique de la montagne, c'est d'une part être dehors, être dans la nature, et c'est allié également à des plaisirs plus sensuels, on va dire, qui est celui de la glisse, qui est de ressentir des choses qui sont peut-être difficilement palpables, mais c'est à la fois un bien-être mental, j'ai envie de dire, et un bien-être physique, où on se sent glisser sur la neige, où on a des sensations. François Sivardière est passionné de montagne. Il en a fait son métier puisqu'il dirige l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Sa préoccupation en tant que professionnel, c'est de limiter le nombre d'accidents. Le risque d'avalanche, c'est en France le risque naturel le plus meurtrier, puisque en moyenne chaque année, les avalanches tuent une trentaine de personnes. 90% de ces personnes sont des gens qui faisaient du ski hors piste, de la randonnée ou de l'alpinisme. Au niveau européen, on a à peu près 80 à 100 personnes qui décèdent chaque année. Et donc on voit que la France est un pays qui est particulièrement touché par les accidents d'avalanche. Et c'est même celui qui, au monde, est le plus touché en termes de victimes décédées. La particularité du risque d'avalanche par rapport aux autres risques naturels, c'est le fait que la victime va jouer un rôle très actif, va même être la cause de l'avalanche. Puisque en gros, dans 90% des cas d'accidents mortels d'avalanche, c'est la victime elle-même qui a déclenché le phénomène qui est à l'origine de sa mort. Non, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Alors, pour préserver la précieuse vie des skieurs en station, on met le paquet. Avalancheurs, Gazex, Catex et compagnie, on bombarde la montagne d'explosifs pour des déclenchements d'avalanches préventifs.
L'avalanche est donc le risque même des montagnes en hiver. Mais attention, il faut distinguer les avalanches qui emportent les skieurs des avalanches exceptionnelles, celles qui détruisent tout sur leur passage. Comme par exemple en Italie, à l'Avanchet, le 23 février 1999. Alors c'était le matin, on était en train de se réveiller, un triste réveil parce qu'on a entendu déjà des bruits. Pour moi c'était des bruits que je connaissais, c'était les bruits de l'avalanche, du souffle de l'avalanche. J'ai invité ma femme à se rendre à l'étage inférieur avec le fils. On a reconnu tout de suite ce qui s'était en train d'arriver, mais la façon dans laquelle est arrivé, on a surpris tout le monde, parce que la maison pratiquement est explosée sur soi-même. C'est-à-dire que toutes les fenêtres, toutes les portes de la maison ont été écrasées dans quelques secondes par ce qui a été le souffle qui, après techniquement on nous a dit qu'il marchait à 300 km/h. Mais qu'est-ce que c'est au juste, cette neige? Dans un petit village de Maurienne, en Savoie, un homme cherche à comprendre. Alain Duclos est nivologue expert, et il étudie le pourquoi et le comment de ces fichues avalanches, pour mieux les prévoir. Effectivement, la montagne en général, je dirais la neige et l'avalanche en particulier, sont vraiment des choses qui me passionnent très très longtemps sans que je sache du tout pourquoi. Donc je ne cacherai pas que dans un premier temps, ce qui m'a motivé dans l'étude des avalanches, c'est quand même le fait d'arriver à continuer à skier sans forcément jouer la roulette russe. Parce que j'ai quand même rapidement eu conscience qu'il y avait ce côté chance qui jouait. Donc j'ai cherché à limiter la part concédée à la chance. Ça, c'était quand j'étais jeune, et voilà. Maintenant que je vieillis, je commence quand même à avoir sérieusement le souci des autres, que ce soit les skieurs ou les randonneurs, voire les touristes automobilistes. Et donc ça fait partie de mon métier, mais aussi de ma passion, de faire en sorte de réduire les accidents pour tous ces gens. Donc cette neige, quand elle tombe au sol, généralement, elle arrive, elle est poudreuse. Cette neige n'a pas de cohésion. Et puis il arrive que, comme ici, 15 jours après la chute de neige, elle soit encore poudreuse. Si elle est poudreuse, ce n'est pas parce que les cristaux ont gardé la même forme, c'est plus la neige fraîche, ce sont des cristaux qui ont évolué. Donc ici, par exemple, on a une couche de neige très tendre en surface, qui est restée tendre et poudreuse à cause du froid assez intense qu'il a fait et du très beau temps. Ensuite, on a une couche plus dure, et puis on trouve ici une couche plus ancienne de neige extrêmement fragile. Et c'est cette neige extrêmement fragile qui, en s'effondrant, va permettre le départ de grandes plaques déstabilisées par exemple par des skieurs. On connaît maintenant bien l'évolution de la neige. Par contre, l'estimation de ces avalanches est quelque chose qui évolue très très doucement. Alors, les scientifiques nous ont apporté par exemple le rôle des couches fragiles. C'est quelque chose qu'on comprend de mieux en mieux et qui nous apporte beaucoup. Mais au bout du compte, pour le praticien, pour le prévisionniste, c'est quand même toujours un sacré challenge de faire de la prévision, et c'est le prévisionniste qui prend un risque. Après le temps de la réflexion, voici venu le temps de l'action. À toutes les époques, on a cherché à se prémunir des catastrophes naturelles, car on ne vit pas en montagne sans s'exposer aux risques que représentent les pentes, les rochers, l'eau, la neige, la glace. Mais de nos jours, tout a changé dans nos rapports à la montagne. Les phénomènes naturels, aussi impressionnants soient-ils, ne suffisent pas à créer un risque. Pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait la rencontre entre ces aléas naturels et puis des biens ou des personnes vulnérables exposées aux conséquences de ces aléas naturels. Et c'est ce croisement, cette rencontre, qui crée le risque. Donc, sans les êtres humains et leurs activités en montagne, il n'y aurait pas de risque.
Serions-nous la source de nos propres dangers ? Depuis la fin du 19e siècle, la population des Alpes a augmenté de 80%. L'occupation de l'espace atteint parfois des limites. Et que dire des transports routiers ? En 20 ans, le trafic des marchandises a doublé pour dépasser 110 millions de tonnes en 2004. Et une augmentation de 40% est prévue d'ici l'année 2020. Le tourisme ne cesse d'augmenter. Hiver comme été, les populations atteignent des pics de fréquentation. Les progrès techniques permettent d'accéder à de nouveaux espaces par des aménagements de toutes sortes. Les montagnes sont surfréquentées, les enjeux sont plus importants, les risques qu'on dit naturels se multiplient. Ah. Alors il serait peut-être temps d'agir pour protéger, pour sécuriser et faire de la prévention. Tout d'abord, on dessine une jolie carte colorée. Par exemple, en France, c'est le PPR, le plan de prévention des risques. C'est un document dressé par l'État qui va dire sur les zones rouges, par exemple, interdiction de construire de nouveaux bâtiments. Sur les zones bleues, oui, vous pouvez construire, mais attention, il faut prendre des précautions. Et à l'intérieur du périmètre d'étude, sur les zones blanches, vous pouvez construire, on a expertisé et il n'y a pas de risque naturel. 3 types de zones, donc, pour réglementer et se prémunir contre ces risques naturels. Une réglementation, c'est bien pour ne pas faire n'importe quoi n'importe où en montagne. Mais est-ce suffisant quand les phénomènes naturels prennent des proportions exceptionnelles ? Par exemple, quand les eaux sont menaçantes, on leur inflige une correction torrentielle. Dans la région du Valais, en Suisse, le torrent de l'île Graben paraît bien calme, mais méfiez-vous de l'eau qui dort. Ce torrent a de la ressource. Alors les laves torrentielles sont extrêmement dangereuses parce que c'est très brusque, c'est un phénomène extrêmement brusque. C'est pas du tout comme une crue qui est progressif, hein. On voit monter la crue, donc on peut réagir. Avec la lave torrentielle, on n'a pas le temps, ça se passe en l'espace de quelques minutes. Donc il faut pouvoir prévoir, par la météo, il faut pouvoir prévoir l'orage qui arrive, donc préparer éventuellement des évacuations, mais tout ça, ça demande au moins 1 heure. Une lave, au moment où elle se déclenche, on a 10 à 15 minutes, donc c'est extrêmement dangereux. Alors on cherche à limiter la dangerosité du phénomène naturel par des protections pour réduire la violence du phénomène, autant que possible. Voilà, alors là, ici, tu as ce filet qui est un filet de protection. C'est une protection active parce qu'il va se déformer lorsque la lave va arriver. Il va pouvoir arrêter le front de la lave. Ensuite, c'est clair qu'elle va passer par-dessus. Ce filet a comme but d'arrêter les petites laves. Pour pouvoir étudier ça, on a plusieurs instruments. On a la caméra qui est là en haut, donc qui filme lorsque ceci se passe. Elle est enclenchée automatiquement par les géophones. On a un projecteur ici qui, lui, s'enclenche aussi, surtout la nuit, parce qu'évidemment que les laves, elles ne descendent pas que la journée. Derrière le filet, on a la balance qui fait partie intégrante du seuil. Cette balance permet de mesurer le poids des laves. Elle peut peser jusqu'à 200 tonnes. Alors entre le poids et la hauteur de la lave, on aura la densité. Donc ça, c'est une des informations extrêmement importantes pour notre projet de recherche. Le monde de la recherche scientifique se penche toujours plus sur la question de la prévention des risques. On reproduit en laboratoire les phénomènes naturels pour mieux les étudier et les prévoir. Une
prévision qui n'est pas gagnée en ce qui concerne les avalanches. Alors, toujours pour éviter la catastrophe, on construit des ouvrages pour que le phénomène ne se déclenche pas. Éviter l'avalanche en elle-même. Tout un programme. Valerio Segor est ingénieur des eaux et forêts dans le Val d'Aoste, en Italie. S'il revient sur le site de la catastrophe, à l'Avanché, c'est que les pouvoirs publics ne mégotent pas sur la prévention des risques, car les catastrophes naturelles sont aujourd'hui prises très au sérieux. Le principe de fonctionnement d'un filet par avalanche, c'est de retenir la neige dans la partie de déclenchement d'une avalanche. Une protection comme ça coûte beaucoup. En effet, ça coûte à peu près 5 millions d'euros. Et en plus, il faut aussi penser qu'on ne pourra pas empêcher d'autres avalanches de se déclencher au-dessus des filets qu'on va poser. Donc, même les ouvrages titanesques les plus coûteux ne peuvent pas éviter les énormes avalanches. Ce fut le cas à Tacona, près de Chamonix, un des plus grands couloirs d'avalanche des Alpes, d'une ampleur de 2000 mètres de dénivelé, jusqu'en limite des habitations. Il y a 6 ans, dans ce couloir d'avalanche, on a eu une avalanche tout à fait exceptionnelle, avec plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de neige qui sont arrivés à très grande vitesse. Et bien qu'on ait un dispositif de protection d'avalanche, eh bien cette avalanche a réussi à endommager une partie de ce dispositif et même à aller au-delà. Ce qui nous a vraiment surpris quand on a découvert le site après l'avalanche, c'est que ces dents qui ont été faites en béton sur le modèle des blocos du mur de l'Atlantique ont été complètement déshabillés sous l'effet de la pression. Ce qui donne des pressions probablement exceptionnelles du type de ce qu'on peut avoir sur des zones d'impact d'armes tactiques ou stratégiques. Les experts en béton nous ont dit qu'ils avaient pu comparer ça à ce qui s'était passé au Japon, par exemple, au moment des impacts des bombes atomiques. De l'autre côté de la frontière, en Val d'Aoste, on bétonne aussi en matière de prévention. Après la catastrophe meurtrière du torrent de Paulin, on cherche par tous les moyens à stopper la prochaine lave torrentielle. Ici, on a construit 3 barrages, c'est-à-dire le premier où on est maintenant. C'est un barrage en béton armé. Ça fait une largeur d'à peu près 60 mètres, une hauteur maximale de 12 mètres. Et au centre, c'est 6 mètres. Alors, sûrement, on peut dire que le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire que sûrement, on peut faire tous les ouvrages qu'on veut, les plus hauts possibles, mais il y aura toujours la possibilité d'avoir un événement qui va dépasser les ouvrages qu'on a conçus. Mais quand on est dépassé par les événements, quand la menace est forte, le risque trop grand, Attenzione, è decretato lo stato di allarme. Raggiungere a piedi i punti di raccolta prestabiliti. C'est l'alerte pour l'évacuation des populations. Dernier recours avant le désastre. È decretato lo stato di allarme. Raggiungere a piedi i punti di raccolta prestabiliti.
Attenzione, è decretato lo stato di allarme. Raggiungere a piedi i punti di raccolta prestabiliti. Les Alpes seraient-elles des montagnes dangereuses, aménagées et bétonnées de toutes parts pour se protéger? Ce n'est pas si sûr. Commune de Vaujany, France, département de l'Isère. Ici, les scientifiques font des études expérimentales sur un moyen de protection inédit. Ok. Bon, je règle le moniteur. Fred, pour Eric, est-ce que tu me reçois? Il s'agit de lutter contre les glissements de terrain, les crues torrentielles, les avalanches et les chutes de blocs. Rien que ça. C'est bon, là tout est opérationnel, tu peux couper le groupe et on va pouvoir monter au pas de tir. Ce nouvel axe de recherche révolutionnaire, c'est la forêt de montagne, tout simplement. Qu'est-ce qui caractérise la montagne? Eh bien, c'est la pente. Et ce qui fait que tout ce qui est en haut va forcément finir en bas. Entre le point de départ et le point d'arrivée, bien souvent, on a de la forêt. On va procéder au premier lâcher. Vous êtes tous en position? 5, 4, 3, 2, 1. Des arbres au cœur brisé, mais des arbres qui stoppent les rochers dans leur chute mortelle. C'est là tout le but de l'expérimentation. L'objectif de nos travaux, c'est d'aider les gestionnaires à mieux comprendre le rôle de protection de la forêt afin de déterminer quels vont être les arbres les plus adaptés à des situations à risque. Par exemple, dans les chutes de pierre, on sait que les arbres de type feuillu, comme l'érable, protègent très bien et bien mieux qu'un épicéa, par exemple. En zone d'avalanche, c'est plutôt les résineux qui vont être efficaces. En zone de glissement de terrain, de crues torrentielles, ça va être des essences de type feuillu qui vont être capables d'aspirer beaucoup d'eau. Une forêt bienveillante, qui protège, qui coûte moins cher que le génie civil et bien plus belle que les ouvrages de béton. La montagne, c'est la montagne. Un univers de relief, de neige et de glace, de rochers et de torrents, et des phénomènes climatiques extrêmes. Au fil du temps, Jean-Marc s'en est fait une raison de cette montagne de danger. Je vais faire le relais là, Iris, il y a un bloc coincé, tranquille. Presque une philosophie du risque naturel. Dans le monde, on note une vraie augmentation de l'impact des catastrophes naturelles, tant en vie humaine qu'en coût, en dégâts matériels. C'est dû surtout à l'augmentation de la population humaine et éventuellement aussi à des modifications climatiques qui changent la donne dans certaines régions du monde. Au niveau des Alpes, on s'expose plus à ces risques, à ces dangers naturels en montagne. Et dans ce cadre-là, ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre à les connaître, d'apprendre à vivre avec, à les limiter, mais aussi à composer avec ces forces de la nature qu'on n'arrivera jamais à complètement contrôler, quoi. Ok Iris, bien le long de l'arête. Ouais. Moi j'ai le sentiment que là où on s'expose le plus, c'est quand on n'est pas conscient du risque. Et donc une des vraies directions pour prévenir le risque, c'est d'informer le plus largement possible et que cette conscience du risque, elle pénètre
les esprits et qu'on adapte nos façons de fréquenter la montagne et puis carrément tout le rapport à la nature en fonction de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'en profite pas, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas plaisir et qu'on ne travaille pas en montagne, ça veut dire qu'on le fait en connaissance de cause. On s'expose aux dangers que l'on ne perçoit pas. C'est splendide là. Est-ce une conscience des risques naturels qui fait défaut sous nos latitudes et à ces altitudes? Pourtant, pour les limiter, il ne faudrait pas grand-chose. Tout d'abord, commencer par définir le degré de risque que l'on est prêt à accepter et devenir chacun plus responsable et plus respectueux dans nos façons de vivre la montagne.